Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver encore pour cette deuxième séance de notre formation plaidoyer. Je remercie Diego qui a orchestré sur Moodle toutes ces formations. Si vous avez accès ou si vous pouvez accéder à toute l'information, à tous les documents sur Moodle, c'est grâce à Diego. Et vous avez votre maman qui est avec nous, Marie-Laure. On a Fanastina qui est l'ange gardien qui nous protège désormais, qui développe tous les outils nécessaires pour cette formation. Et il y a Eric qui va se joindre à nous. Eric qui est le responsable programme et projet à D2ECI. D2ECI, c'est Dignité et droit pour les enfants en Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'organisation partenaire du BICE en Côte d'Ivoire et qui va également participer à cette formation. On va commencer par les préalables et permettre ainsi à ceux qui ne sont pas encore connectés de nous rejoindre. Merci. Donc voilà, nous voilà à la deuxième séance de notre série de formation consacrée au plaidoyer. Aujourd'hui, il s'agit de voir essentiellement les stratégies et activités de plaidoyer. Suivant, mais il est essentiel de rappeler en fait, de nous rafraîchir un peu la mémoire par rapport à ce que nous avions fait la semaine dernière, donc lors de la première séance. On a vu 3 étapes. La première étape, c'est l'analyse contextuelle et le diagnostic de situation. Et par rapport à ça, on a dit qu'on pouvait utiliser les outils tels que Pestel et SWOT, ou force, faiblesse, opportunité et menace. Et donc, en deuxième point, on a vu l'identification du problème, de l'enjeu, ce qui est essentiel. Il y a 2 écoles ici. Certains estiment qu'il faut d'abord identifier le problème et l'enjeu avant de passer à l'analyse du contexte. D'autres estiment qu'il faut analyser avant de passer à l'identification du problème. Ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, les 2 points sont essentiels. Le troisième point qu'on a vu, c'est la manifestation du problème. Là, on a vu quelles sont les causes, les conséquences, comment le problème se manifeste, le problème qu'on a identifié, comment il se manifeste. Et là, on a vu que l'outil arbre à problème et probablement l'outil arbre à solution pouvait servir. Voilà un peu ce que nous avons fait lors de la première séance. Maintenant, pour la séance qui nous occupe aujourd'hui, on aura 3 étapes à parcourir ensemble. La première étape concerne le choix de la stratégie d'intervention. La 5e étape, ou le deuxième point, c'est l'analyse des acteurs et on finira par la planification des activités. Et je voudrais vous rappeler que ce que nous avons fait lors de la première séance nous a servi de base. Et ce que nous faisons aujourd'hui nous permet de continuer sur la même lancée. Donc, on a vu 3 étapes. La dernière fois, maintenant, on va voir la 4e, la 5e et la 6e étape. Pour la 4e étape, qui concerne la stratégie d'intervention, parce que nous avons pu identifier notre problème. Nous avons analysé le contexte. Nous avons vu comment est-ce que le problème impacte les détenteurs de droits, notamment les enfants. Maintenant, nous allons définir une stratégie d'intervention. Comment est-ce que nous allons intervenir? Et donc, lorsqu'on parle de stratégie, c'est comment? Comment est-ce que nous allons procéder? Qu'est-ce que nous allons mettre en place comme cadre d'action? Et c'est cela que nous allons voir aussi. Et par rapport à ça, il y a 3 axes à travers lesquels je voudrais nous conduire. Le premier axe, c'est la définition des objectifs. On ne peut pas définir une stratégie d'intervention si on n'a pas en tête les objectifs. Le deuxième point, c'est la méthode. La méthode, ce n'est pas forcément la méthode de Descartes, mais en tout cas, les approches, ce qui est nécessaire pour que nous puissions avoir une intervention efficace et qui apporte les solutions envisagées. Troisième point, c'est les actions ou les activités. Là, c'est le corps même de l'action. Donc, voilà les 4 points à travers lesquels nous allons échanger cet après-midi. Maintenant, les objectifs. Pour définir les objectifs, il faudrait que vous teniez compte d'un certain nombre de choses. D'abord, quels sont vos moyens? On l'a dit, pour l'identification de problèmes, c'est valable également pour la définition des objectifs. Quels sont vos moyens? Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos compétences et vos capacités en tant qu'organisation, donc au niveau interne? Parce que pour mener votre plaidoyer, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Premier point. Deuxième point,
vous devez analyser vos moyens, les ressources, les compétences par rapport au partenariat que vous envisagez de nouer pour faire ensemble le plaidoyer. Et à ce niveau, il faudrait davantage réfléchir par rapport à la contribution que les acteurs partenaires peuvent apporter à l'action. C'est en termes de complémentarité surtout, parce que les partenaires, on va voir en détail plus tard ce que c'est que les acteurs partenaires, mais en tout cas, si vous nouez des partenariats pour mener ensemble les plaidoyers, si vous voulez faire une plateforme, par exemple, d'ONG qui mène l'action, il faudrait que vous puissiez compter sur des atouts, compter sur des apports ou des contributions venant de ces organisations partenaires. L'autre point, c'est de tenir compte du mandat et des attributions des acteurs à influencer. Si, par exemple, vous voulez aller vers l'inspection de l'éducation, il faudrait que vous sachiez exactement quelles sont les missions, quelles sont les fonctions que l'inspection de l'éducation assume, quelles sont les tâches qui lui sont dévolues. Et ce n'est qu'à partir du moment où vous savez que l'inspection du travail peut apporter à la décision, à la main, lorsqu'il s'agit de tel problème, c'est à ce moment que vous pouvez justement dire, voilà, l'objectif peut justement être celui-là. Vous devez tenir aussi compte des enjeux de pouvoir entre les services ou les ministères. Malheureusement, ça se passe souvent dans l'appareil étatique pour des questions de budget, par exemple, de dotation budgétaire, ou pour des questions de positionnement stratégique au sein de l'appareil étatique. Il y a souvent du rififi entre les services, entre les ministères. Mais ce qui est important pour vous, c'est de ne pas, c'est d'agir de manière habile pour que votre action ne soit pas impactée par ce conflit entre ministères ou services. Peut-être que les 2 services ou les 3 services que vous visez concernés par le conflit pourront vous servir, en tout cas, sont vos interlocuteurs dans la planification stratégique que vous envisagez. Et donc, il est important de tenir compte justement des enjeux de pouvoir entre les services de l'État. Mais il est important aussi de tenir compte de l'agenda des acteurs à influencer. On va revenir sur ce que c'est que des acteurs à influencer, mais il faut d'ores et déjà savoir quel est le calendrier, quel est l'agenda des acteurs vers lesquels vous allez aller par rapport aux objectifs pour obtenir résultat de vos actions de plaidoyer. Deuxième point, par rapport aux objectifs, toujours par rapport aux objectifs, on a vu l'arbre à problème la dernière fois. L'arbre à problème, c'est quoi? On arrive avec l'outil arbre à problème à affiner la détermination ou la définition de notre problème. On peut aussi également utiliser la même méthode pour davantage affiner nos objectifs. Parce que on peut avoir de grandes ambitions, certes, par rapport aux objectifs à atteindre, mais en même temps, il nous faut quand même rester raisonnable et réaliste par rapport justement à nos moyens, à nos ressources, à nos capacités à déployer les actions de plaidoyer que nous envisageons. Donc, il faut rester réaliste. Donc, de l'arbre à problème, donc qui est la situation initiale que nous avons constatée, qui nous a révoltés, et par rapport auquel nous avons décidé de faire le plaidoyer, on peut parvenir à l'arbre à objectif. Donc, la solution projetée, la solution que nous envisageons, les objectifs que nous prévoyons atteindre. Là, lorsque nous avons ce schéma que nous avions vu et que nous reprenons, l'objectif, c'est que les enfants retournent à l'école. C'est l'objectif auquel nous voulons parvenir. La situation de départ, c'est que les enfants ne viennent plus à l'école. Et l'objectif, c'est que les enfants puissent être rescolarisés. Lorsqu'on parle, par exemple, du taux de délinquance qui a augmenté, il faudrait faire en sorte que le taux de délinquance diminue. Et par rapport à cet objectif-là, on va définir des moyens d'action, des activités pour y parvenir. Donc, de l'augmentation, l'objectif, c'est de parvenir à la diminution. On peut davantage affiner en disant, OK, on va procéder, l'objectif, c'est de parvenir à 50% de réduction. L'objectif, c'est de parvenir à 30% de réduction. L'objectif est de parvenir à 90% de réduction. Ce qui suppose que vous ayez des données préalables qui vous permettent de pouvoir comparer après l'objectif que vous aurez à atteindre et la situation de départ. Ce qui n'est pas facile parce que vous devez être en capacité d'avoir des données qui vous permettent de pouvoir comparer si le résultat, au final, si l'objectif, au final, a été atteint. Ensuite, on parle de travail des enfants. Travail des enfants,
Euh, et ici, j'entends bien évidemment les pires formes de travail des enfants. Donc, lorsqu'on parle des pires formes de travail des enfants, qui les empêche justement? Parce qu'ils peuvent aller dans les gisements de minerais et gagner $100 par jour. Donc, ils sont davantage attirés par le travail des enfants que par la scolarisation. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les enfants soient motivés. Donc, il faut des actions. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de procéder, c'est de faire en sorte qu'il y ait baisse du travail, des pires formes du travail des enfants. On a constaté aussi qu'il y a du mariage précoce. Et notre ambition, notre objectif, c'est de réduire, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de mariage précoce. Et évidemment, lorsqu'on définit l'objectif en tant que tel, il faut prévoir des activités qui vont avec. Et donc, lorsque vous voyez au niveau des deux schémas, il y a la situation de départ et l'objectif vers lequel nous voulons aboutir. Ensuite, maintenant, une fois que nos objectifs sont définis, une fois que nos objectifs sont affinés, il nous faut des méthodes d'intervention. Et là, c'est davantage la question comment. Comment est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons procéder? Quelle approche devons-nous utiliser? Quelle orientation devons-nous suivre? Quels outils devons-nous utiliser, développer et utiliser? Quelles sont les techniques d'intervention? Voilà des questions que nous nous posons. Et en répondant à ces questions, on affine notre méthode d'intervention, on affine nos approches. Maintenant, les outils. Quels sont les outils possibles qu'on peut utiliser? J'ai cité ici un certain nombre d'outils. Mais effectivement, ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. Il y a plusieurs types d'outils qu'on peut utiliser, parmi lesquels ce qu'on appelle le position paper en anglais, en français, le papier de position. Le papier de position, c'est un document cadre de synthèse qui résume un peu votre position par rapport au problème que vous avez identifié. C'est un document qui analyse le contexte, qui vous positionne, qui analyse l'ensemble de la situation avec du point de vue juridique, du point de vue social, du point de vue éthique, du point de vue économique, qui parcourt, explore l'ensemble des causes, des conséquences. Donc, n'oubliez pas, ici également, vous pouvez utiliser l'outil PESTEL ou SWOT pour définir, pour développer votre position paper, votre papier de position. Et là également, il faudrait que vous soyez à même de pouvoir développer des recommandations, formuler des recommandations. Et là également, lorsque vous formulez des recommandations, il faudrait que ce soit des recommandations SMART, c'est-à-dire des recommandations spécifiques, réalisables, atteignables dans le temps. Donc, vous connaissez SMART. Mais ici, lorsque vous définissez vos recommandations, vous formulez vos recommandations, il faudrait que vous puissiez garder à l'esprit cet outil qui vous permet davantage d'être efficace dans la formulation. Toujours au niveau du papier de position, il faudrait que sur la forme, vous ayez un papier de position qui soit présentable, un design qui soit agréable à regarder parce que c'est votre outil principal. C'est cet outil-là, c'est avec ce papier de position que vous allez vers vos interlocuteurs. Vous allez aller vers les acteurs décisionnaires de premier niveau ou les acteurs décisionnaires de deuxième niveau. Et si vous allez chez les acteurs décisionnaires de deuxième niveau, il faudrait que vous puissiez les convaincre de façon orale, mais aussi leur donner ce support qui leur permet justement de pouvoir convaincre ou en tout cas faire un compte-rendu aux acteurs décisionnaires de premier niveau. Donc, les hautes autorités du ministère, du département ou de l'État. Donc, cet outil est important et il faudrait que, à la fois sur le fond et sur la forme, qu'il soit assez agréable à regarder et sur le plan de manière substantielle sur le fond. Vous avez besoin d'un chronogramme. Ça, je crois que c'est inévitable. Même dans le cadre de développement de nos projets, on a l'habitude de développer un chronogramme. C'est le chronogramme qui nous projette dans le temps, qui nous permet de nous planifier, qui nous permet de déployer dans l'espace et dans le temps les activités. Et donc, le chronogramme est très important. On doit prévoir dans le chronogramme les rencontres effectuées, les activités à mener, les responsables de chaque activité, la répartition des rôles,
le temps, la durée de l'intervention, la durée de l'activité, le budget affecté à chaque activité. Donc, c'est le tableau de bord, en fait, le chronogramme. C'est une sorte c'est pas de calendrier devant nous qui nous permet de voir voilà, ce qui est programmé, ce qui est projeté et ce qui est à réaliser. Il faudrait que le chronogramme fasse l'objet de révision périodique parce que le temps passant, il est possible que certaines choses ne soient plus pertinentes ou que d'autres nouvelles choses viennent s'ajouter par rapport au changement du contexte et qui vous obligent justement à ajuster, à adapter le chronogramme. Et donc, il faudrait qu'il y ait une certaine flexibilité par rapport à ce chronogramme. Parce que le chronogramme vous donne un horizon et donc vous devez voilà, l'adapter au fur et à mesure. Il vous faut une liste des acteurs et leurs contacts. Ça peut paraître basique, mais lorsque vous voulez mener une action de plaidoyer, lorsque vous êtes dans la phase de planification, il vous faut une liste des acteurs et leurs contacts. Bien évidemment, il serait encore plus utile, lorsqu'on va un peu plus loin, de dire que tel acteur a telle fonction. Si vous arrivez à définir les fonctions de chaque acteur, vous êtes à même de pouvoir dire, OK, c'est davantage vers cet acteur qu'il faut aller, plutôt que vers celui-là, parce que celui-là a la capacité de répondre à nos préoccupations, a la capacité de prendre des solutions pour le problème que nous avons identifié. Et donc, il faut bien évidemment insérer la liste des acteurs dans le chronogramme parce que ce sont ces acteurs-là avec lesquels nous irons, avec lesquels nous allons faire des rencontres, des conférences, des symposiums, tout ce que vous voulez, des ateliers. Il faut aussi des supports de communication. Des supports de communication, est-ce que peut-être pour votre plaidoyer, vous développez par exemple une page Internet sur votre site Internet, une page web sur votre site Internet? Est-ce que vous développez des réseaux sociaux qui relaient vos activités? Est-ce que vous développez des podcasts en fait, avec des messages enregistrés pour pouvoir davantage sensibiliser? Est-ce que par rapport à la communication, vous menez une campagne web, par exemple, une campagne web qui vous permet de développer des outils, qui vous permet de produire un certain nombre d'éléments à publier sur votre page Internet, sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous faites ce qu'on appelle des flash mobs, des activités ponctuelles qui permettent d'attirer l'attention, de réveiller, de secouer les consciences, par exemple? Et je crois que les écologistes ont l'habitude de faire ça, le fait de monter des activités de manière ponctuelle dans un lieu public pour attirer l'attention sur, par exemple, les sévices qu'on fait subir aux animaux et autres. En tout cas, il faut penser lorsque vous planifiez aux outils, aux supports de communication. Maintenant, quelles sont les techniques éventuelles qu'on peut utiliser? Là, on vous propose deux techniques possibles. C'est cette démarche qui consiste à partir du top vers le bas, de haut en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre activité commence, votre prise de contact commence par les hautes autorités, par exemple le ministre ou le directeur du cabinet du ministre. Et parce que, pourquoi vous voulez d'abord passer par le ministre? Parce que le ministre a la possibilité de donner des orientations, des instructions aux directions ou en tout cas aux personnes qui sont sous son ordre et qui peuvent, parce que l'ordre est reçu du ministre, vont davantage vous faciliter le travail. Ça, c'est une possibilité. Mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas facile d'arriver jusqu'au ministre pour voilà, discuter avec le ministre, parce qu'ils ont souvent un agenda chargé, même si parfois voilà, c'est juste pour signer des papiers, ils ne sont pas libres. Donc, partir du haut vers le bas, ça peut aider parce que ça facilite le reste du processus avec les instructions que le ministre aurait données à ses services. Mais si vous voulez toujours rencontrer le ministre, vous pouvez davantage perdre du temps parce que son agenda est chargé. Vous pouvez davantage perdre de l'énergie ou de l'argent parce qu'il faut se déplacer à chaque fois pour aller voilà, solliciter les rendez-vous ou autres. Et donc, il y a un avantage, certes, mais il y a aussi des inconvénients. Et donc, il faut peser le pour et le contre. L'autre technique, c'est de partir du bas.
C'est-à-dire, par exemple, de voir le service spécifique compétent qui peut vous apporter des solutions, mais qui a besoin de l'aval, de l'approbation, de l'autorisation de l'autorité supérieure. Mais vous savez qu'en allant vers eux, vous êtes à même de pouvoir faire passer votre message, vous êtes en capacité de pouvoir convaincre, mais reste maintenant à donner les outils nécessaires à ce service compétent pour pouvoir ensuite faire le compte rendu, de pouvoir convaincre les hautes autorités que des décisions sont nécessaires par rapport aux problèmes que vous avez identifiés. Et à ce niveau, évidemment, il faut tenir compte de, j'ai parlé tantôt des outils, j'ai parlé du papier de position qui représente justement un outil essentiel. J'ai parlé aussi des podcasts. Pourquoi pas? Les podcasts, ce sont des messages enregistrés qui vous permettent de pouvoir convaincre. Des outils que vous pourriez aussi développer à part ce que j'ai cité. Ensuite, quelles sont les approches qu'on peut utiliser? Ce qui est important lorsque vous faites le plaidoyer, c'est que toutes vos actions, toutes vos démarches, toutes vos initiatives, tous les outils que vous aurez à développer doivent se fonder sur les faits et le droit. Si vous déviez de ces deux éléments, si vous n'êtes plus dans les faits, si vous ne rassemblez plus des éléments factuels, si vous ne faites pas intervenir le droit, il est probable que votre situation soit attaquable, c'est-à-dire que vous vous exposez à des critiques de la part des personnes vers lesquelles vous allez, parce que si, par exemple, vous présentez des rumeurs, si, par exemple, vous présentez des faits que vous avez lus dans les journaux, si vous présentez des choses qui ne sont pas réelles, vous vous exposez à de la critique. Et malheureusement, lorsqu'on vous critique, on oublie le problème qui vous a révolté et qui vous a conduit à engager votre action de plaidoyer. On se focalise davantage sur les politiques. Et donc, pour éviter tout cela, il faudrait davantage vous fonder sur les faits, des éléments factuels et sur le droit. Le droit sur lequel vous fondez pour dire que lorsque la situation se déroule ainsi, ce n'est pas normal. Il faudrait que l'État respecte ses engagements. Il faudrait que l'État prenne des mesures nécessaires pour que la situation s'améliore. Ensuite, il faudrait que vous soyez guidé par l'objectivité, voudrait que vous vous appuyez sur des sources crédibles. Vous ne pouvez pas juste dire que approximativement, donc vous devez affirmer les choses. Vous devez affirmer les choses parce que vous auriez préalablement vérifié ces éléments-là. Donc, l'objectivité est capitale. Donc, il faudrait ici éviter de se laisser aller par rapport aux émotions. C'est vrai que lorsqu'on voit qu'il y a de la violence en milieu scolaire, c'est révoltant. Mais il faudrait ne pas céder aux considérations émotionnelles. Il faut davantage aller vers le droit. Mais ce n'est pas exclure l'émotion. L'émotion dans le plaidoyer, c'est important. Mais c'est davantage conseillé, recommandé que l'émotion soit exprimée par les personnes qui vivent la situation. Que ce soit les victimes qui expriment cette émotion-là. C'est davantage recevable lorsque c'est un enfant victime de violence à l'école qui exprime la situation que voilà, une personne qui n'est pas victime mais qui porte le plaidoyer. Et donc, l'émotion doit intervenir, mais l'émotion ne doit pas dominer l'ensemble des stratégies que vous mettez en place. L'émotion doit être utilisée pour secouer en fait la conscience des décideurs, pour réveiller la conscience des gens et justement apporter des solutions, tracer la voie vers la recherche de solutions. On a beaucoup d'approches. Lorsqu'on parle d'approche, il y a l'approche fondée sur le droit. Évidemment, lorsqu'on parle d'objectivité, forcément, il y a l'élément droit qui intervient. L'approche fondée sur le droit. Il y a l'approche fondée sur le genre, la perspective genre. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on dit, OK, on souhaite que les filles, le taux de scolarisation des filles augmente. Mais en même temps, s'il y a de la violence basée sur le genre à l'école, cela est dommageable et on ne peut pas atteindre l'objectif au final. Donc, lorsque vous adoptez l'approche genre, ça peut convaincre. L'approche communautaire, parce que vous auriez ancré vos éléments, vos procédés d'intervention dans la communauté, vous auriez puisé des éléments, des forces dans la communauté, cela peut davantage crédibiliser votre action. L'approche résilience, vous connaissez l'approche résilience,
si vous adoptez cette approche-là, vous êtes probablement en capacité de convaincre. Et la conviction en matière de plaidoyer, dissuader convaincre son interlocuteur est très important. L'approche participative. Lorsque vous aurez démontré que tout le processus a connu la participation des bénéficiaires de votre action ou des victimes de votre action, vous avez davantage la possibilité de rallier d'autres personnes à votre cause. L'approche pluridisciplinaire, donc vous associez différents éléments. Lorsque vous intervenez, par exemple, sur la violence, je prends toujours cet exemple, la violence en milieu scolaire, il y a la discrimination qui est prohibée à l'égard des filles, par exemple. Il y a aussi le droit à l'éducation qui est là. Il y a la lutte contre la violence. Donc, il y a différents éléments qui peuvent intervenir pour davantage fonder votre action. L'approche constructive et de dialogue. Lorsque parfois, c'est contradictoire de dire que le plaidoyer doit se fonder sur le dialogue parce qu'on parle d'une situation révoltante. On parle d'une situation inacceptable. Et comment est-ce que, voilà, devant ces situations inacceptables, on nous demande d'être ouvert et de proposer un espace de dialogue. Ce n'est pas facile, mais il y va de l'intérêt de votre action. Il faudrait forcément que vous créiez un espace d'échange, de dialogue avec les interlocuteurs, avec les décideurs, avec les partenaires contributeurs, mais aussi avec les partenaires à influencer, pour qu'ensemble, vos propositions puissent faire l'objet de débats, de discussions et d'échanges. On sait que parfois, les résultats en termes de plaidoyer peuvent intervenir à court terme, certes, mais souvent à moyen et sur le long terme. Mais il faudrait que le dialogue soit un outil essentiel pour que nous puissions avancer et apporter des solutions. Voilà un peu un certain nombre d'approches qui me semblent essentielles d'utiliser. Évidemment, il faudrait que ce soit vous qui soyez à l'initiative. Vous êtes à l'initiative et cette initiative, étant à la manette, vous devez formuler des solutions, vous devez formuler des recommandations. Vous devez dire, compte tenu de l'analyse que nous avons effectuée, voici là où l'État devrait avancer. Voici là où l'inspection de l'éducation devrait aller. Voici là où le bourgmestre devrait aller pour pouvoir résoudre le problème que nous avons identifié. Et donc, une fois encore, les recommandations doivent être smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et réalisables aussi dans un temps déterminé. Et évidemment, qu'est-ce qui changera? Qui fera le changement? Comment est-ce que le changement sera fait? À quel moment et quand? Voilà, ce sont des questions que nous devons nous poser par rapport à la formulation des solutions et des recommandations. Quelles sont les caractéristiques que nous pouvons aussi envisager? L'objectivité, je l'ai déjà dit, il faudrait que nos sources soient fiables et il faudrait que nous citions de manière précise nos sources. Voilà. Et si, par exemple, il n'y a pas une source légale en question, on peut toujours, source légale au niveau national, on peut toujours se référer à une source internationale. Par exemple, on a constaté que la RDC n'a pas ratifié un traité régional ou international. On peut dire que si ce traité avait été ratifié, l'État aurait pu trouver un cadre juridique pour pouvoir résoudre le problème. Donc voilà, il faut se baser sur les sources fiables, des informations factuelles vérifiables, bien évidemment, pour pouvoir fonder votre stratégie. Et évidemment que les lacunes vous permettent justement, c'est à partir du déficit que vous aurez constaté dans la législation, c'est à partir des lacunes que vous aurez constatées dans la planification, dans les méthodes d'intervention de l'État ou du service concerné que vous développez vos objectifs, vos stratégies. Le professionnalisme. Le professionnalisme, c'est important parce que si vous ne menez pas avec rigueur et sérieux le plaidoyer, vous ne serez pas pris au sérieux, bien évidemment, par vos interlocuteurs. Donc, le professionnalisme est un gage de sérieux et de crédibilité pour vous-même et pour la cause que vous défendez.
la coordination. Bien évidemment, il faut que vous soyez, vous mettiez en place une organisation qui facilite la coordination entre vous-même, mais aussi les acteurs partenaires qui contribuent, qui apportent leur expertise, leur expérience, mais également les acteurs à influencer. Donc, comment est-ce que vous coordonnez les activités? La coordination veut dire aussi, lorsque vous finissez une activité, il faut pouvoir faire le suivi. Donc, voilà un peu l'ensemble des éléments que vous devez considérer lorsque vous développez vos méthodes d'intervention. Maintenant, les actions. Ça, c'est les points concrets maintenant. Quelles sont les activités que vous développez pour justement votre plaidoyer? Quelles sont les activités? Quelles sont les actions que vous engagez? La sensibilisation est une activité. Mais je tiens à préciser que la sensibilisation n'est pas le plaidoyer en soi, mais c'est le moyen, une démarche que nous utilisons pour pouvoir atteindre nos objectifs de plaidoyer. On peut organiser des caravanes, des manifestations dans la rue avec des t-shirts sur lesquels on écrit des choses, des pancartes pour sensibiliser, pour toucher le grand public. Par rapport au sujet que nous avons bien évidemment identifié, on peut faire des émissions radiophoniques, des émissions à la télé, on peut faire des campagnes sur Internet, sur les réseaux sociaux. On peut aussi développer des éléments ponctuels, inscrits soit dans la durée ou pas, mais en tout cas, des éléments qui contribuent à la sensibilisation par rapport aux problèmes que nous avons définis. On peut faire aussi de la documentation. Et la documentation, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, par exemple, la capitalisation des bonnes pratiques que le service, l'État ou la commune a développées et qui peut servir de référence ou en tout cas d'élément d'inspiration. La documentation, c'est aussi d'écrire en fait dans un rapport ponctuel ou en tout cas rapport de plaidoyer, la situation. Un rapport, ça peut être un rapport alternatif, ça peut être un rapport d'une demi-page, ça peut être un rapport d'une page, de 3 pages, mais en tout cas, la documentation, ça veut dire aussi faire des rapports. Tout le processus de plaidoyer doit être doublé de capitalisation de bonnes pratiques et de mise en exergue des préoccupations persistantes. Voilà. Ensuite, on peut avoir des activités auprès des mécanismes de monitoring des droits. Ça consiste à soumettre des rapports alternatifs. Nous l'avons déjà fait avec nos partenaires, y compris en RDC, à participer à des pré-sessions au cours desquelles les experts sont sensibilisés, informés, mobilisés. Mais je crois que je voudrais davantage donner la parole ici à Eric, qui peut partager avec nous un exemple pratique d'activité menée de manière stratégique avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Eric, tu as la parole. D'accord, donc bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi, suite à la présentation de Yao, de vous partager un peu une petite expérience dans le cadre du plaidoyer que nous avons eu à mener. Sous la coordination de Yao, que je tiens à dire merci ici avec Marie-Laure. Bon, au départ, il faut dire que nous tous, on était un peu, on avait je ne parlerai pas de crainte, mais on était encore novices en la matière. Donc, on a dû se faire coacher par Yao. Et donc, à la fin, je pense qu'on a pu avoir quelques résultats escomptés. Bon, actuellement, il faut dire que aussi, ce que Yao l'a dit, quand on parle de plaidoyer, c'est souvent à court, moyen et long terme. Donc, à court terme, déjà, nous avons quelques retombées. Bon, moyen terme également, mais à long terme également, il faut dire qu'on continue. Donc, parler concrètement du plaidoyer, qu'est-ce que nous avons fait? Il faut dire que la Côte d'Ivoire, le petit contexte, il faut dire que notre pays est déjà confronté à une mise en œuvre insuffisante de la justice juvénile. Parce que quand on prend la théorie, on prend nos textes et qu'on regarde la pratique, on voit qu'il y a réellement un écart. Donc nous, quand je dis nous, c'est D2CI, avec ses partenaires, nous sommes engagés à militer pour que la justice juvénile en Côte d'Ivoire soit une réalité. Et donc, nous avons profité du passage du pays à l'EPU, c'est-à-dire les examens périodiques universels, mais également le passage du pays au comité des droits de l'enfant pour nous préparer. Parce que je tiens à préciser que c'était des moments vraiment importants, des moments, des circonstances, vraiment des événements vraiment qui n'arrivent pas tous les jours. Donc, nous avons profité là de ces deux occasions pour nous préparer d'abord au plan local. D'abord, qu'est-ce que nous avons fait dans un premier temps? Dans un premier temps,
nous savions que nous devons batailler, nous devons quand même faire un plaidoyer. Donc, ce que nous avons fait d'abord, il était question pour nous de recueillir des informations de qualité. C'est d'abord ça. Il était question pour nous d'avoir qu'on appelle des informations actualisées, vraies, vérifiables. Là, je vous assure que ça n'a pas été facile parce qu'à tout moment, il était question pour nous d'avoir des informations. Souvent, quand on sait qu'au regard du temps, on n'a pas tout le temps, quand on regarde souvent des obstacles, parce que souvent, les autorités ne vont pas vous délivrer les autorisations d'accès en prison, ce n'était pas facile. Mais là également, il a fallu pour nous, à notre niveau, vraiment attendre. Et donc, dans le recueil d'informations, qu'est-ce que nous avons fait dans un premier temps? Nous avons d'abord ciblé les lieux où nous devons partir recueillir ces informations-là. Parce qu'il parle de justice juvénile. On dira que les informations de taille sont au niveau de la prison, sont au niveau des autorités de la protection judiciaire. Donc, c'est vers ces personnes que nous devons aller. Donc, nous avons adressé des courriers et lorsque nous avons pris des rendez-vous, et c'est suite à ça que nous sommes partis recueillir des informations. Nous avons été voir la direction de l'administration pénitentiaire, nous sommes allés même au niveau de ceux qui ont en charge la gestion des statistiques. Ça, c'était au niveau terrain, mais également nous, à notre sein, aussi nous avons passé en revue les informations actualisées que nous avons. En dehors de ça aussi, il a fallu pour nous aussi consulter des documents, notamment les différents rapports, des rapports récents. Comme je vous l'ai dit, il était question pour nous de savoir de quoi nous devons parler. Et si nous devons convaincre, il était vraiment judicieux pour nous d'avoir des informations de taille. Et donc, nous avons d'abord recueilli ces informations-là. C'est les informations que nous avons à notre portée, celles que nous n'avons pas. Quels sont les documents ressources vers qui nous devons partir pour avoir ces informations-là. Et après tout ceci, lorsque nous avons eu les informations, nous sommes réunis ici. Nous, quand je dis nous, à chaque fois, c'est DDCI qui est membre d'une fêtière appelée groupe Como, groupe thématique justice juvénile. Nous sommes réunis pour pouvoir vraiment synthétiser toutes les informations reçues. Voilà, il était question d'abord à un premier niveau d'analyser quelles sont les informations que nous avons, quelle est la pertinence des informations que nous avons, quelle est en termes de priorité. Parce que aussi, dans un premier temps, nous avons reçu plusieurs informations. Mais est-ce que toutes ces informations nous étaient utiles par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre? C'est aussi en même temps, je pense que Yao aussi l'a dit, c'est aussi à notre niveau aussi important qu'on définisse des priorités. Parce que je dis que dans un premier temps, nous allons pouvoir mettre en œuvre tout. Ça, je pense que c'est un peu idéaliste, utopique. Oui, la justice juvénile, il y a beaucoup de, je veux dire, il y a plusieurs lacunes, plusieurs insuffisances. Mais parmi ces insuffisances-là, il y a des ordres de priorité. Il y a des insuffisances d'ordre prioritaire, secondaire et tertiaire. Donc, il était pour nous d'abord de cibler les priorités. Cibler les priorités. Donc, les informations que nous synthétisons, c'était par ordre de priorité, par rapport à notre objectif. Par rapport à notre objectif à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, nous avons synthétisé et nous avons retenu un peu, nous nous sommes dit, bon voilà, on va peut-être aller nous donner pour, dans un premier temps, nous fixer 3 à 4 objectifs, pas assez utopiques, pas assez idéalistes, parce que aussi il y a des objectifs que vous fixez là, c'est pas à court terme, là vous risquez de ne pas avoir de solution. Voilà, donc on s'est dit, quels sont les objectifs que nous pouvons fixer dans un court temps et atteignables, comme Yao l'a dit, smart, spécifique, mesurable, atteignable et réalisable. Ensuite, lorsque nous avons synthétisé, nous avons fait un rapport en tenant compte des priorités, par rapport aux axes prioritaires que nous sommes fixés comme objectifs. Et par la suite, nous avons fait un ciblage des acteurs avec qui nous devions partir. Ça aussi, il était question de nous réunir pour voir dès qui nous partons. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons ciblé les missions diplomatiques qui parlent des examens périodiques universels, parlent également d'une rencontre entre pays, entre diplomaties. Donc, quelles sont les missions diplomatiques vers lesquelles nous pouvons nous tourner? Le choix n'a pas été facile parce qu'il fallait là aussi des critères. Parmi ces critères-là, nous sommes interrogés quelles sont les missions diplomatiques qui sont impliquées sur la question de la justice juvénile. Ça, c'était le premier critère. Quelles sont les missions qui sont impliquées ou bien quelles sont les missions qui ont eu à intervenir dans le cadre des EPU passés sur la question de la justice juvénile. Donc ça, c'était d'abord notre premier choix. Le second choix également, quelles sont les missions diplomatiques qui ont une certaine force d'influence, notamment les acteurs, les missions diplomatiques du G20,
Vous savez que le G20, quand le G20 parle, très souvent, les pays suivent. Donc, partant de ces deux critères-là, c'est-à-dire, un, les missions diplomatiques qui sont intéressées par la question de justice juvénile, et deux, les grandes puissances, les pays, les diplomaties du G20, nous avons identifié. Nous avons essayé de les localiser au niveau de la Côte d'Ivoire où on pourrait les trouver. Et c'est suite à ça, déjà, nous leur avons adressé des courriers. Il faut dire que lorsque nous avons ciblé des questions pour nous leur adresser des courriers. Et qui parle d'adresser un courrier, ça doit respecter, voilà, ça, je sais, Yao qui nous a vraiment aidé, et ça doit respecter une certaine, c'est aussi la diplomatie, une certaine qualité de rédaction. Voilà, parce que écrire des diplomaties, c'est différent d'écrire un courrier à juste à un simple collègue ici. Donc là, il fallait là aussi, là écrit, là envoyer des courriers. Et à ces courriers-là, nous avons joint le rapport que nous avons déjà élaboré. Et je tiens à préciser que très souvent, ce n'est pas des rapports suffisamment fournis, c'est des rapports spécifiques, précis. Vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas fait gros. Donc, c'est des petits rapports de 5 pages, voire 10 pages maximum. 10 pages, je dirais que c'est un peu trop, pour leur permettre déjà, voilà, que leur donne déjà un aperçu de la situation. Et même dans la rédaction du rapport, commencer par un résumé exécutif. Un résumé exécutif, quand on le lit, automatiquement, on est briefé sur la question, déjà. Et donc, après ça, nous avons ciblé, nous avons adressé les courriers avec qu'on appelle ça, les rapports qui ont été joints. Nous avons attendu, à chaque fois, nous faisons la relance, parce que nous avons adressé la courrier, à chaque fois, nous faisons les relances. Et c'est au fur et à mesure que les missions diplomatiques ont commencé à nous répondre. Voilà, donc là également, lorsqu'on avons eu les réponses avec les prises de rendez-vous, les questions pour nous de tout, agencer tout ça dans un agenda bien coordonné, pour ne pas qu'on oublie. Donc, l'agenda est dit pour un débat, un briefing, pour voir un peu ce qu'il y allait comme phase d'organisation à notre niveau. Et donc, c'est après ça déjà, et que nous allions vers ces missions diplomatiques pour leur présenter, voilà, pour répondre un peu au rendez-vous. Également, nous avons pris part à la pré-session à Genève. Là également, grâce au Bureau international catholique, nous avons fait le déplacement à Genève. Et donc, là-bas également, c'est la continuité de ce que nous avons fait au plan local. C'est-à-dire, là-bas encore, il fallait là rencontrer les missions diplomatiques. Bien sûr, déjà avant que je n'arrive, Yao avait déjà pris soin de les contacter avec les envois de courrier, de relance et tout. Donc, là-bas également, il y avait un agenda aussi arrêté. Mais il faut dire que les mêmes missions diplomatiques rencontrées ici ont été aussi celles qui ont été rencontrées au niveau de Genève. De sorte que les deux missions diplomatiques, c'est-à-dire la mission diplomatique en Côte d'Ivoire et celle là-bas, se parlent pour donner force à notre action. Donc, par exemple, ici, nous avons eu à rencontrer la mission diplomatique des États-Unis. Une fois à Genève encore, j'ai eu à rencontrer encore la mission diplomatique au niveau du Comité des droits de l'homme à Genève. Et également, donc, ça permet de renforcer un peu l'action. Là-bas également, ça a été la même chose, ça a été le même principe, toujours courrier, suivi de rapport. Et donc, lorsque nous répondions au rendez-vous, d'abord, il est rapidement question de leur présenter la situation, parce que c'est vrai, ils ont eu un courrier, un rapport, mais c'est toujours bon aussi que voilà, les informations viennent de quelqu'un qui vient du pays. Donc là, en très peu de mots, on leur présente la situation. Et toujours en allant sur des axes de priorité. Ça aussi, c'est vraiment important. Se fixer des objectifs vraiment atteignables. Ne pas prendre des objectifs comme ça, mais 20 objectifs, on sait qu'on ne va rien. Avec la fin, on ne comprend rien. Donc, parmi les objectifs, même parmi les résultats atteints, il y a des objectifs de prioritaires. On peut se dire, bon, aller sur 3 à 4 idées, comme ça, 3 à 4 objectifs atteignables qu'on veut atteindre. Donc, là-bas également, ça a été pour nous de Genève. Nous avons eu à présenter. J'ai eu la chance également de visiter le comité des droits de l'enfant avec Yao aussi, tout et tout. Et donc là également, je me suis réjoui parce que c'était ma première fois à être devant ce président, c'était vraiment intéressant. Donc, après avoir rencontré toutes ces missions, leur présenter la situation. De retour en Côte d'Ivoire, il y a eu cette attitude de suivi en direct de l'examen. Oui, l'examen, quand nous étions à Genève, c'était d'abord en phase de préparer. Donc, nous n'avons pas participé véritablement à la session. Et donc, c'est une fois de retour que la session qui a eu lieu est en ligne. Donc, ce que nous avons fait, nous avons vraiment décidé de faire de ça un événement avec la projection. Donc, ce qu'on a fait, nous avons pris notre géoprojecteur, nous avons connecté à l'ordinateur, nous avons invité des partenaires locaux
notamment les ONG membres de la fêtière, mais également les acteurs de l'État. Et donc là, au bureau, ici, nous avons présenté en direct, nous avons suivi en direct ce qui a été fait, les recommandations qui ont été faites. Et après, à la fin, nous avons eu un débriefing entre acteurs pour vraiment échanger, pour que chacun puisse donner un peu dire ce qu'il a retenu. Donc, il y a eu une petite discussion après suivi d'un débriefing que nous avons eu ici. Par la suite, il y a eu une communication orale qui a été dite lors de l'adoption par le Conseil des droits de l'homme du rapport définitif PU. Là également, je n'ai pas pu me rendre à Genève, mais ici à distance avec Yao, nous avons préparé une courte communication orale qui porte sur les priorités. Parce que ça, je parle un peu sous le contrôle de Yao. C'est très peu de temps qui est donné, c'est pas 3 ou 5 maximum où tu dois dire. Donc, imaginez si tu as 20 objectifs là, 20 choses à dire, tu ne pourras pas dire toutes ces choses-là. Donc, je reviens encore sur cette nécessité-là d'aller short, aller avec des objectifs vraiment spécifiques, des résultats vraiment spécifiques qu'on veut atteindre à court terme. Voilà. Donc, il y a eu la communication orale, et donc avant ça, nous avons dû préparer la communication orale. Voilà, donc normalement qui a pris en compte voilà, les questions prioritaires dont je parlais depuis. Ensuite, il y a eu une autre phase qui est celle du suivi de la mise en œuvre des recommandations. Il y a eu des recommandations qui ont été faites à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, il était question pour nous ici de rencontrer les acteurs de l'État, de rencontrer les missions diplomatiques également pour faire toujours le suivi, toujours pour qu'on essaie d'influencer, parce que souvent c'est compliqué. Donc, on fait le suivi pour voir un peu comment est-ce que les directions ici, les entités étatiques ont reçu les recommandations qui leur ont été faites, qu'est-ce qu'ils en pensent, voilà, quelle suite à donner, est-ce que, voilà, autant de questions. Donc, là encore, nous sommes appuyés un peu sur le groupe COM, le groupe thématique, et donc nous avons eu à avoir des rencontres avec des partenaires à chaque fois pour essayer de parler, surtout avec les acteurs de l'État. Cela nous a valu d'avoir quand même quelques retombées à un premier niveau. Je pense qu'aujourd'hui, la transaction qui était jadis interdite de nos tests aujourd'hui, un des fruits du plaidoyer acharné que le BICE a eu à faire et par le BICE BDCI. Il faut dire que la transaction transigée en matière d'infraction commise par les enfants était interdite dans nos textes. Mais désormais, avec le nouveau texte, évidemment, c'est intégré. Sachant qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le Bureau international catholique a le lead, et de par son partenaire BDC, a le lead de la question de justice juvénile, nous pouvons nous féliciter déjà de ça, du fait que la transaction soit désormais fasse partie des alternatives à l'emprisonnement. Aussi, nous avons le travail d'intérêt général qui est désormais, qu'on appelle ça possible pour les infractions commises par les mineurs. Et même plus loin, il y a eu un décret datant du 20 mai, déjà qui donne un cadre d'application du décret, un cadre d'application de la mesure du travail d'intérêt général. Ça aussi, nous pouvons nous féliciter dans la mesure où ça faisait partie, quand on parle, les alternatives faisaient partie de nos priorités. La mise en œuvre fait partie de nos priorités. De par également nos actions, nous avons le renforcement des rôles des services de la protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse. Jadis, il faut dire que le système était un peu plus répressif, mais désormais, les gens tentent, les acteurs de l'État tentent d'aller vers une protection un peu plus sociale. Donc là également, nous pouvons aussi nous féliciter dans la mesure où nous avons, dans nos rôles, nous avons accompagné le fonctionnement de ces services-là, nous avons apporté les moyens, nous avons connecté même aux autres acteurs de la justice juvénile. Et donc, je pense que ça a permis la mention de SPGEJ dans le Code de procédure pénale témoigne un peu de la volonté du législateur d'aller vers une protection sociale. Donc, c'est ce qui était inscrit quand même, qu'on appelle ça, au cœur de nos actions. Bon, j'ai parlé également le recours aux alternatives à la détention. Voilà. Parler également des expertises désormais aussi pour vraiment accélérer un peu la procédure. Il n'y a plus obligation des expertises. Désormais, dans une procédure, les expertises médico-psychologiques jadis qui bloquaient la procédure ont été levées. C'est-à-dire que c'est plus indispensable. On peut s'en passer. Voilà, on peut s'en passer. Donc, je pense que là également, on peut se féliciter un peu de toutes ces actions-là.
Donc voilà, pour conclure, il faut dire que, comme je l'ai dit, ça c'était à court terme. À court terme, à moyen terme déjà, nous, en Côte d'Ivoire, vous savez que non, la nette séparation entre détenus mineurs et majeurs n'est pas encore effectuée. Nous continuons d'insister. Il y a un projet de délocalisation du centre d'observation des mineurs de la prison qui est en cours. Tout à l'heure, on a eu une rencontre encore pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a lieu de faire suite à une nouvelle décision des autorités. Et donc, c'est pour conclure, vous dire que en tant qu'acteurs de plaidoyer, nous devons sans cesse veiller. Nous devons sans cesse veiller, nous devons sans cesse suivre. Il ne faudrait pas toujours se féliciter pour dire, bon, voilà, on a eu quand même 2 résultats qu'on abandonne. Mais aussi, nous dire que ça ne sera pas facile parce qu'à tout moment, les gens vont vous combattre. Il y aura forcément des obstacles. La délocalisation du centre d'observation des mineurs qui était déjà, on s'est félicité déjà de cette avancée. Nous n'avons pas eu gain de cause, mais nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas. Pour dire que la lutte, le plaidoyer, c'est de manière régulière, c'est de manière quotidienne. Tout ça pour vraiment promouvoir les droits fondamentaux des enfants. Donc voilà, Yao, en quelques mots, l'expérience en matière de plaidoyer. Je vous remercie. Merci infiniment, Eric, pour ce partage. Je crois que c'est assez instructif. Voilà, ça fait partie d'un exercice pratique et je crois que c'est nécessaire d'avoir ce témoignage-là. Et donc, par rapport aux activités auprès des mécanismes régionaux et internationaux, il y a au niveau régional, vous savez que nous avons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons aussi le Comité d'experts africains sur les droits et le bien-être de l'enfant. Nous avons aussi le mécanisme d'évaluation par les pairs. Donc, ce sont les 3 mécanismes, en gros, en matière de droits de l'homme qui existent sur le plan africain. Encore faut-il avoir les moyens de pouvoir travailler avec ces mécanismes et espérer avoir des réponses sous forme de recommandations. Au niveau international, Eric a mentionné l'examen périodique universel. Il a mentionné également le comité des droits de l'enfant. On a aussi d'autres comités qui font partie des organes de traité, que ce soit le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, ou le comité contre la torture, ou le comité des droits de l'homme qui supervise la mise en œuvre du pacte sur les droits civils et politiques, ou encore le comité des droits économiques socio-culturels qui assure le monitoring du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, on a une dizaine d'organes de traité qui supervisent, mais il faudrait une fois encore être stratégique pour pouvoir cibler l'organe qui peut davantage apporter des réponses à vos préoccupations. Toujours au niveau international, il y a aussi une autre catégorie de mécanismes qu'on appelle les procédures spéciales. Les procédures spéciales, ce sont les rapporteurs spéciaux, ce sont les experts indépendants ou des groupes de travail qui œuvrent aussi pour que la situation des droits de l'homme s'améliore sur le terrain. Et par exemple, au niveau de ces procédures spéciales, on a le rapporteur spécial sur le droit à l'éducation. On a le rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes. On a le groupe de travail sur la discrimination à l'égard des filles et des femmes. Et donc, tous ces mécanismes sont susceptibles de recueillir vos préoccupations et de les transformer en recommandations vis-à-vis de l'État. Voilà. Ça fait pratiquement 1 heure que nous avons commencé. On va terminer avec ce slide et on fera une pause de 10 minutes avant de continuer. Donc, pour terminer cette phase, c'est toujours au niveau des actions et des activités menées. On peut mener des activités de conférences de presse, par exemple, et Marie-Laure reviendra lors de la 3e séance davantage sur cela. Les conférences de presse peuvent être aussi des activités à mener dans le cadre du plaidoyer. On peut organiser des rencontres. Les rencontres, c'est des colloques, c'est des séminaires, c'est des workshops, c'est des ateliers ou des rencontres formelles ou informelles. Et permettez-moi de m'attarder un peu sur l'aspect informel du plaidoyer. L'aspect informel est très important parce que lorsqu'on fait un événement public, les agents de l'État, que ce soit le directeur de cabinet, que ce soit voilà, on a tendance à se réserver. Mais lorsqu'on est dans un cadre informel, il y a davantage la libération de la parole. Et il ne faudrait pas négliger ce côté-là lorsqu'on fait des plaidoyers parce que c'est très important. Il faut davantage travailler dans un cadre informel. Le cadre formel va servir davantage à prendre les décisions, pas à prendre les décisions, mais en tout cas à entériner les décisions
dans les consultations informelles. Cet aspect me semble très important. Ensuite, le suivi. Le suivi est fondamental parce que lorsqu'on fait du plaidoyer et qu'on ne planifie pas des activités, de suivi, on risque de ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est définis. Donc, il faut suivre les activités qu'on a organisées, il faut suivre les recommandations qu'on a pu obtenir pour que voilà, les objectifs soient véritablement atteints. Voilà, nous reprenons notre séance. Je crois que sans doute, vous avez des questions par rapport à cette première partie. Et donc, je crois qu'on peut prendre une ou deux questions avant de continuer. Est-ce que vous aurez des questions ou des compléments d'information, des commentaires, des observations par rapport à cette première partie? Je voudrais qu'on essaie de voir un peu la question relative à la définition des objectifs. Les objectifs dans un processus de plaidoyer doivent être SMART. Et mon attention se focalise surtout sur la question du temps réalisable dans le temps. Comment apprécier la manière de mesurer le temps dans l'atteinte des objectifs quand nous savons que la démarche pour atteindre les objectifs dans un processus de plaidoyer, la démarche et l'aboutissement de notre action, le souhait à atteindre ne dépend pas que de nous, dépend aussi, et d'ailleurs en grande partie, de l'interlocuteur en face de nous, le pouvoir public, les décideurs, n'importe quel parti qui détient le pouvoir pour changer une situation. Comment apprécier la notion du temps pour atteindre l'objectif et donc le résultat voulu quand on sait que une grande partie de la décision du changement souhaité est détenue par l'interlocuteur en face et que très souvent, ça veut dire l'interlocuteur en face n'est pas, comment dire, je prends le cas d'une situation où on est en négociation sur une question sur l'éducation avec le ministre, avec le chef de division ou avec n'importe quelle autorité qui a un pouvoir de décision pour changer les choses. Et que très souvent, ces personnes-là sont difficilement abordables, mais aussi changent de position difficilement. Comment apprécier la notion du temps pour atteindre les objectifs quand nous savons que c'est justement de ce côté-là que se pose le problème et que l'atteinte de l'objectif demande la participation de l'interlocuteur. Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'est où est-ce que nous pouvons placer les actions de pression? Est-ce qu'elles peuvent se placer dans les actions de plaidoyer, les marches, les manifestations qui sont accompagnées des messages très, très souvent? Est-ce qu'on peut, je les prends comme des actions de pression, est-ce qu'on peut les placer parmi les activités de plaidoyer? Voilà un peu. Merci pour ces deux questions. Je crois que je vais commencer par la dernière. En termes d'activité. Donc, lorsque on fait des activités de pression, évidemment, ce sont des actions qu'on mène dans le cadre du plaidoyer de manière globale. Et donc, lorsque vous faites des manifestations de rue, vous faites un sit-in devant la division provinciale en charge de l'éducation, lorsque vous faites un sit-in devant la DIVAS, voilà, ce sont des mouvements de pression, ce sont des actions de pression destinées à nourrir votre action de plaidoyer. Donc, ces actions font partie du plaidoyer. J'ai mentionné tantôt la sensibilisation, j'ai mentionné des conférences, des ateliers, j'ai mentionné des conférences de presse, j'ai mentionné des activités qu'on peut mener au niveau régional et international. Donc, tous ces éléments-là composent en fait les actions ou les activités que vous menez dans le cadre de votre plaidoyer. Deuxième question par rapport à la notion de temps. Ça, évidemment, pour une personne qui fait du plaidoyer, qui est en charge du plaidoyer, je crois que la notion de temps est délicate. Délicate parce que on peut raisonnablement estimer le temps pendant lequel une activité peut être réalisée et que les résultats probables puissent être obtenus, mais ça reste quand même un exercice difficile. Mais on a un certain nombre de repères
Premièrement, vous devez connaître l'agenda de travail des acteurs à influencer ou des acteurs partenaires contributeurs. Si, par exemple, vous voulez intervenir auprès de l'Assemblée provinciale, du Parlement provincial, vous devez savoir que l'édit sur le droit à l'éducation est prévu pour telle date. Si vous savez que l'édit est prévu pour telle date, vous pouvez donc intervenir en amont, pendant et après. Donc, par rapport au temps, vous avez justement la possibilité de pouvoir intervenir par rapport à ce projet d'édit qui est en gestation. Ou par exemple, vous savez que la RDC sera examinée par l'examen périodique universel pendant cette période-ci. Et donc, vous mobilisez pour pouvoir fournir des informations de qualité crédibles, actualisées à l'examen périodique universel afin d'obtenir des recommandations. Ou par exemple, la DIVAS est en train de développer un plan d'action. La DIVAS ou la division genre, ou la division femmes, ou la division justice est en train de développer un plan d'action. Vous pouvez justement profiter de ces documents, du développement de ces documents cadres-là pour pouvoir faire du plaidoyer et s'assurer que les axes concernant le sujet que vous avez identifié puissent être intégrés dans ce plan d'action. Maintenant, en termes de résultats concrets à obtenir, si je prends l'exemple de l'édit, du projet d'édit qui est en cours au niveau du Parlement provincial sur la violence à l'école, par exemple, ou sur la faible scolarisation des filles, par exemple, on peut justement faire en sorte qu'au niveau de cet édit-là, que des éléments relatifs, par exemple, à la mise en place de dispositifs pour les filles qui ont donné naissance à un enfant, ou les filles qui sont enceintes puissent continuer à aller à l'école. Et donc, il y aurait dans ce projet de loi un dispositif relatif à cela, pour favoriser justement l'accès à l'éducation des filles qui, tout en étant en grossesse, puissent continuer à aller à l'école, ou ayant donné fraîchement naissance à un enfant, puissent continuer à aller à l'école. Par exemple, on mettrait en place, et c'est l'édit qui allait prévoir cela, la mise en place d'une sorte de crèche pour que les enfants puissent être accueillis et que la maman puisse continuer à aller à l'école. Voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, c'est un nombre d'indications qui nous permettent de pouvoir raisonnablement nous projeter par rapport aux résultats qu'on peut obtenir. Et c'est en saisissant ces occasions-là, c'est en saisissant ces opportunités que nous puissions justement faire avancer les causes et faire aboutir les objectifs que nous avons définis dans le cadre du plaidoyer. Non, mais j'avais une question. Ah, allez-y alors. Je l'ai posée, je pensais que vous allez la lire du moins. Ah. L'informel. L'informel ne peut-il pas être trompeur? Il y a des faux intermédiaires. Voilà, bien évidemment, je crois que, et on va en parler tout à l'heure par rapport aux acteurs. Lorsque vous intervenez, y compris dans l'informel, par rapport à un interlocuteur, un agent de l'État, que ce soit le maire, que ce soit le chef de la division de la DIVAS ou avec le député ou le président de la commission des lois à l'Assemblée provinciale, vous y allez avec un certain nombre d'outils. Vous y allez avec des éléments qui vous permettent de pouvoir convaincre. Vous n'identifiez pas la personne au hasard. Vous savez que cette personne préside cette commission. Vous savez que cette personne est un élu local. Vous savez que cette personne est en charge de l'inspection de l'éducation. Vous savez que cette personne préside le cluster éducation dans tel territoire. Et donc, vous ne désignez pas la personne avec qui vous faites des consultations, que ce soit des consultations formelles ou informelles, au hasard. La personne est en charge d'un portefeuille. Voilà. La personne a des responsabilités et c'est par rapport au mandat et aux responsabilités, aux missions de cette personne que vous l'identifiez comme étant un acteur à discuter, avec lequel vous devez discuter. Donc, par rapport aux faux intermédiaires, ça peut toujours exister, qui vous promettent de pouvoir porter votre parole
auprès des hautes autorités, mais qui, au final, vous rapportent en fait qu'ils ont effectué la démarche, mais qui, en réalité, ce n'est pas le cas. En tout cas, il faut éviter justement des intermédiaires qui vous promettent la pluie et le beau temps ou des intermédiaires qui n'assument pas les responsabilités au niveau des différents services. Il faudrait que ce soit une personne qui travaille au sein du département, au sein du service, que ce soit une personne qui préside le service en question, que ce soit un député qui soit sensible aux questions de l'éducation, sensible aux questions de violences faites aux enfants, sensible aux questions relatives à la formation professionnelle des jeunes filles. Donc, le choix de l'acteur, le choix des partenaires avec lesquels vous discutez, avec lesquels vous définissez la stratégie de plaidoyer importe énormément. Et donc, vous ne choisissez pas des gens qui ne peuvent pas vous aider à atteindre les objectifs. Voilà. On continue. Maintenant, l'étape 5, qui est l'analyse des acteurs, justement. Et à ce niveau, on va voir comment est-ce que les bénéficiaires, ou les victimes en tout cas, peuvent être des acteurs. Quels sont les acteurs partenaires, c'est-à-dire les acteurs avec qui on s'associe pour mener le plaidoyer. Et ensuite, quels sont les acteurs que nous devons influencer, c'est-à-dire les acteurs décisionnaires que nous devons cibler. Par rapport aux bénéficiaires, j'ai tantôt parlé de l'approche participative. Et l'approche participative nous impose que les victimes ou les bénéficiaires soient associés à l'action. C'est quelque chose de fondamental. C'est même un impératif. Parce que c'est cela qui valorise la contribution locale et qui donne un véritable sens à l'action de plaidoyer. Souvent, on oublie d'associer les personnes, les principaux concernés. Il faudrait ne pas oublier que lorsqu'on travaille sur le plaidoyer en matière d'éducation, c'est avant tout les élèves qui sont les principaux concernés. Et donc, il faut les associer en tant qu'acteurs de leurs droits. Ensuite, par rapport à l'identification des acteurs partenaires. Ici, comme je le disais tantôt, c'est des acteurs avec lesquels vous vous associez, les acteurs qui, en ayant analysé leur action, leurs compétences, leurs capacités, peuvent vous apporter une valeur ajoutée par rapport aux ressources, par rapport aux compétences que vous avez déjà. Parce que, voilà, il faut essayer de diversifier un peu les atouts que vous voulez mettre au service de votre stratégie de plaidoyer en allant au-delà de ce que vous avez possédé comme compétences, comme atout, comme potentiel. Et donc, vous allez vers des acteurs contributeurs, des partenaires avec lesquels vous tissez des alliances et qui, justement, parce qu'ils apportent une expertise, une expérience en termes de valeur ajoutée, vous permettent de pouvoir atteindre les objectifs. Quels sont ces acteurs? Ça peut être une ONG, ça peut être une association confessionnelle pour nous, ça peut être des syndicats d'enseignants, des associations de parents d'élèves, des ONG qui travaillent sur le droit à l'éducation. Voilà, des partenaires avec lesquels vous pouvez vous associer et qui vont permettre de pouvoir porter, parce que plus on porte le plaidoyer ensemble, plus on a plus de chances d'aboutir aux résultats. On peut s'associer à des centres de formation, à l'Institution nationale des droits de l'homme. Au Congo, c'est la Commission nationale des droits de l'homme. Cette commission est censée avoir des antennes dans les provinces. J'imagine qu'au niveau du nord et du sud Kivu, il y a une antenne de la Commission nationale des droits de l'homme du Congo. Voilà. Et donc, cette antenne de la commission peut justement être associée. Mais il faut relever que les commissions nationales, ou en tout cas les institutions nationales des droits de l'homme, ont un statut assez particulier parce qu'ils sont des institutions créées par les États, mais qui doivent agir et mener des actions indépendamment de l'État. Et donc, ils sont un peu entre l'État et les autres organisations, que ce soit les organisations de la société civile, les organisations internationales ou autres. Et donc, ils sont régis par un statut assez spécial, mais ce sont des organisations qui sont censées relayer les préoccupations de la société civile et aussi travailler
de sorte que des solutions puissent être apportées par les autorités étatiques. On peut s'associer aux universités. On peut s'associer à l'université de Bukavu, on peut s'associer à l'université de Goma. Est-ce qu'il y a une université à Goma? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, des centres de formation supérieure, des établissements qui vous permettent justement de pouvoir consolider, de pouvoir crédibiliser votre action. Vous pouvez vous associer à des médias. Vous pouvez même vous associer à des chefs traditionnels, des chefs notables. Je dis même parce que souvent on n'y pense pas. Si l'action est menée de telle sorte que les chefs traditionnels, les notables aient la possibilité d'intervenir, ça porte davantage le message et devant les autorités, on peut obtenir des résultats. Aujourd'hui, toujours en termes de partenaires, on a un nouveau type de partenaires. Par exemple, ce qui apparaît sur les réseaux sociaux, on les appelle les influenceurs et les influenceuses. Ce sont des personnes dont la notoriété se mesure par rapport au nombre d'abonnés, au nombre de vues lorsqu'ils postent des photos et autres sur Internet. C'est un phénomène qui est là, on ne peut pas l'ignorer. Et donc, vous pouvez aussi recourir à ce genre d'acteurs pour pouvoir porter votre message. Parce que vous savez que lorsque vous faites passer votre message à travers Messi ou Cristiano Ronaldo, qui ont beaucoup de followers sur Twitter ou sur Internet, sur Instagram et autres, votre message sera perçu par des gens qui les suivent. Voilà, donc, ou par exemple, vous avez un acteur local qui a beaucoup de followers ou beaucoup de personnes qui les suivent, vous pouvez justement recourir à ces personnes-là pour porter votre message. Ensuite, quels sont les critères pour choisir les acteurs partenaires? Je le disais, je crois que je l'ai déjà dit, c'est des critères de complémentarité. Il faudrait pouvoir espérer que les partenaires que vous désignez aient une contribution que vous n'avez pas, aient des apports que vous n'avez pas encore. Critères d'efficacité aussi. Il faut être efficace parce que lorsqu'on est ensemble, on est plus efficace. Et autre chose, il faut éviter de se faire voler la vedette lorsque vous voulez tisser des partenariats pour porter votre action de plaidoyer. Si l'organisation avec laquelle vous vous alliez possède plus de moyens de communication que vous, plus de ressources que vous, plus de capacités, de compétences que vous, l'objectif sera atteint parce que voilà, les moyens apportés sont significatifs. L'objectif sera atteint, mais au final, votre contribution sera noyée, même si vous êtes à l'initiative, et c'est cette organisation qui va attirer davantage la lumière sur elle. En soi, ce n'est pas mauvais, parce qu'au moins l'objectif est atteint, mais c'est juste une mise en garde, en tout cas un constat, et donc lorsque vous faites vos plaidoyers, vous devez aussi garder ça à l'esprit. Par rapport au troisième aspect, donc les acteurs à influencer. Les acteurs à influencer sont de deux sortes. D'abord, il y a des acteurs au niveau national, provincial, au niveau des différents services qu'on peut avoir. Mais aussi, il y a des acteurs qui sont des mécanismes et qui ne prennent pas les décisions eux-mêmes directement, mais qui formulent des recommandations qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre, aboutissent à l'atteinte des objectifs. Donc, c'est par exemple le cas des mécanismes de supervision des droits de l'homme, des droits de l'enfant au niveau régional et au niveau international. Maintenant, au niveau national, on a par exemple les députés au niveau de l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale, mais il faudrait que ce soit des députés qui aient une certaine sensibilité par rapport aux questions relatives aux droits de l'enfant, aux droits à l'éducation, à la violence à l'égard des enfants, à la violence en milieu scolaire, que ce soit des députés qui soient sensibles à ces questions-là, ou que ce soit des députés ou des groupes en tout cas, ou des commissions on peut avoir par exemple des commissions en charge des questions de l'enfant, de la femme et de la famille par exemple, au niveau de certaines assemblées. Et donc, ce sont les acteurs, ce sont des institutions vers lesquelles vous pouvez aller pour porter des préoccupations, des questions concernant les droits des enfants. Au niveau des ministères, il y a des ministères de tutelle, par exemple, lorsque vous voulez travailler sur le droit à l'éducation, il faut aller vers le ministère en charge du droit à l'éducation. Il y a des institutions de l'État telles que la Cour des comptes, le Conseil ou la Cour constitutionnelle, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il y a des institutions qui sont des institutions constitutionnelles, donc consacrées par la Constitution, et qui sont en capacité de pouvoir apporter des réponses à des préoccupations.
Ici également, je cite les institutions nationales des droits de l'homme à cause de leur casquette, parce qu'ils sont tantôt des institutions qui œuvrent avec la société civile, tantôt avec des institutions qui œuvrent avec l'État. Et donc, il faut également partie de la liste des acteurs au niveau national qu'on peut influencer, parce que, par exemple, vous pouvez passer à travers une commission nationale des droits de l'homme, une institution nationale des droits de l'homme au Congo, la commission nationale, pour justement porter ensemble un certain nombre d'éléments, par exemple, s'il s'agit du droit à l'éducation ou de la question de la privation de liberté ou de la question des conditions de détention des enfants, par exemple. Les élus locaux, j'ai parlé tantôt du bourgmestre, des conseillers, des maires, des élus provinciaux, qui peuvent justement vous aider aussi à apporter des réponses, à fournir des réponses à vos questions ou en tout cas à prendre des mesures allant dans la satisfaction des objectifs que vous avez définis. Au niveau régional et international, on l'a déjà mentionné, ce sont des acteurs, la Commission nationale des droits, la Commission africaine des droits de l'homme, le MAEP, le Comité africain d'experts. Voilà. Et au niveau du Sud Kivu et du Nord Kivu, nous avons fait une cartographie des acteurs en charge du droit à l'éducation. Voilà la cartographie, ça c'est au Nord Kivu. Ensuite, il y a aussi le Sud Kivu. Donc, Bukavu, les acteurs qui interviennent. Donc, par rapport à ces acteurs et par rapport à leurs attributions, à leur mandat, vous pouvez désigner tel acteur comme étant l'interlocuteur privilégié pour pouvoir porter votre action de plaidoyer. Suivant. Le choix de la personne. Souvent, il ne faut pas négliger le côté relation interpersonnelle. Par exemple, si vous vous présentez au nom d'une organisation, vous pouvez ne pas avoir le rendez-vous que vous espérez. Mais si vous y allez en tant que Thomas, en tant qu'Emmanuel, en tant que Béné, parce que vous avez une relation avec la personne que vous voulez rencontrer, vous avez davantage de chances pour que le rendez-vous soit accordé. Et donc, ne vous privez pas d'user de vos relations interpersonnelles pour pouvoir obtenir des rendez-vous, pour pouvoir rencontrer une personne physique ou morale, en tout cas une institution. Ici, on a essayé d'analyser les parties prenantes, les catégories, en donnant des exemples. Il y a d'abord les cibles prioritaires. Donc, ce sont les acteurs décisionnaires qui prennent les décisions, que ce soit au niveau national, local, provincial ou autre. C'est au niveau central, par exemple, au niveau local, par exemple, donc au niveau provincial, c'est peut-être le Parlement provincial, c'est peut-être le gouverneur, c'est peut-être, je dirais, chef de parti politique, mais en tout cas, les chefs de division, en fait, au niveau de ce qu'on peut appeler les hautes autorités. En tout cas, ce sont les acteurs décisionnaires prioritaires de haut niveau. Mais ensuite, on peut avoir les acteurs décisionnaires de second niveau. Second niveau, ce n'est pas pour minimiser, mais c'est juste pour dire, en fait, qu'il y a une hiérarchie et que à ce niveau-là, par exemple, ça peut être les représentants du gouvernement local, ça peut être des médias, ça peut être des représentants d'ONG avec lesquels vous discutez pour pouvoir justement porter le message de plaidoyer que vous avez. Voilà. Également, vous avez des gens qui ont des intérêts, parce que c'est toujours important de voir si les personnes envers lesquelles vous portez, les personnes vers lesquelles vous voulez aller, ont de l'intérêt par rapport au sujet que vous portez. Vous ne pouvez pas parler du droit à l'éducation pour ne pas diriger votre action sur l'éducation vers la commission, comment on va dire, la commission sur la distribution des terres, par exemple. Ce n'est pas très cohérent. Donc, il faudrait voir si l'acteur vers lequel vous voulez aller a un intérêt compte tenu de son mandat ou compte tenu de ses sensibilités personnelles par rapport au sujet que vous portez. Et c'est très important. Plus la personne a un intérêt à ce que le problème que vous portez soit résolu, plus vous pouvez raisonnablement espérer des réponses. Mais si la personne n'a pas d'intérêt ou ne montre pas d'intérêt par rapport au sujet, vous risquez de perdre et du temps, et de l'énergie, et de l'argent. Et donc, les questions qu'on devrait se poser, c'est que voudrions-nous qu'elle fasse, que les acteurs fassent pour nous.
quel impact pourrait-elle avoir, ces personnes, physiques ou morales, avoir sur la réalisation de notre objectif? Quelles sont leurs forces? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux? Et quelle est leur position actuelle sur le problème? C'est très important. Dans quelle mesure pouvons-nous les influencer plus ou moins facilement? Et donc, en se fondant, en misant sur l'intérêt qu'ils ont par rapport à notre sujet. Et par quoi, par qui sont-elles influencées? Donc, les faiblesses. Toujours par rapport aux personnes. Ici, ce qui est important, c'est juste pour voir un peu ce que je disais par rapport aux acteurs décisionnaires de premier niveau et aux acteurs décisionnaires de second niveau. Nous avons notre objectif général, nous avons notre objectif spécifique ou nos objectifs spécifiques. Au niveau de l'objectif général, pour l'atteindre, c'est évidemment le ministère de tutelle, le ministère en charge de l'éducation, le ministère, le PST, non? Oui, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Maintenant, au niveau des objectifs spécifiques, il faut davantage miser sur le département du ministère qui est en charge peut-être de la rescolarisation ou qui est en charge de la violence en milieu scolaire ou qui est en charge de la relation école-parent. Parce que, voilà, votre sujet porte sur celui-là. Et donc, il faudrait cibler davantage. Et ensuite, au niveau des résultats, il faut voir peut-être le service du département qui est spécifiquement en charge. Par rapport aux activités, il faut voir les agents du service du département. C'est pour essayer d'instaurer une sorte de, je ne dirais pas hiérarchie, mais en tout cas, pour davantage cibler. Nous voici au 6e étape, et qui est la dernière étape, la planification des activités de plaidoyer. Et qui dit planification pose des questions. Quand, où, par qui, avec qui, pour qui et comment. Ça, ce sont des questions qu'on pose lorsqu'on parle de planification. Comment? Et donc, autour de la question comment, on peut avoir la question quand allons-nous réaliser cette activité? Où l'activité serait-elle organisée? Qui pilotera l'organisation de l'activité? Quel est l'apport des acteurs partenaires, des acteurs, quelle est la contribution de l'acteur partenaire? Qui sont les participants? Est-ce que ce sont les acteurs qu'on veut influencer? Est-ce que c'est la population de manière générale? Mais qui sont les participants? Avec quels outils organisons-nous l'activité? Quels résultats espérons-nous de l'activité? Et donc, ces questions permettent d'opérer une sorte de programmation, de répartir les responsabilités, de prévoir les outils et la logique, et les outils logistiques nécessaires, d'organiser la participation et dans le but d'atteindre, bien évidemment, l'objectif du plaidoyer. Je voudrais quand même faire un certain nombre de mises au point. Lorsqu'on planifie, la planification renvoie forcément à un chronogramme, à une organisation de l'activité dans le temps et dans l'espace. Il est recommandé d'avoir une cohérence de la planification. Ça veut dire que lorsque vous organisez des activités, il faudrait que la première activité puisse servir la deuxième activité, que la deuxième activité se fonde sur les résultats déjà obtenus par la première activité. Donc, une sorte de logique, de cohérence qui permettent de maximiser le bénéfice au final. C'est comme nous sommes en train de faire. On a organisé une première séance, on a organisé une deuxième séance, mais les éléments de la première séance nous servent toujours pour pouvoir évoluer. Et donc, il faudrait aussi, dans le cadre de la planification des activités de plaidoyer, avoir cette cohérence-là. Les activités programmées devraient se compléter et se renforcer au fur et à mesure qu'on évolue dans la mise en œuvre du chronogramme, comme des maillons d'une chaîne pour atteindre les objectifs. Voilà ce que je viens de dire à l'instant. Il faudrait qu'on prévoie des moments d'apothéose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le programme soit linéaire. C'est bien d'avoir la planification, le calendrier, l'agenda, mais il faudrait des moments où voilà, on organise des activités avec le grand public, par exemple, ou des moments de solennité, par exemple, ou des moments qui permettent de pouvoir attirer davantage l'attention du grand public, d'apporter davantage de visibilité et d'engagement. Par exemple, organiser un événement lors de la Journée internationale de l'éducation, et la Journée internationale de l'éducation, c'est le 24 janvier, ou lors de la journée du 20 novembre, qui est la Journée internationale des droits de l'enfant, ou publier un communiqué de presse le jour de l'examen périodique universel de la RDC, par exemple, ou encore faire une conférence de presse pour informer la population sur les recommandations relatives aux droits de l'éducation lorsque le comité des droits de l'enfant aurait examiné la RDC. Donc, on a des moments où, par exemple, on peut organiser une activité le 16 juin, qui est la journée de l'enfant africain,
qui permettent en fait de mobiliser davantage et d'avoir une sorte de mettre en exergue tout ce qu'on a pu effectuer, toutes les consultations, de présenter par exemple les résultats, ou en tout cas les résultats mi-parcours en tout cas de ce qu'on a pu atteindre jusque-là. Autre chose en termes de mise au point, c'est que la programmation doit faire l'objet d'une révision périodique, et ça je l'ai déjà dit, pour adapter au fur et à mesure la planification initiale. Alors, ça, c'est le tableau indicatif de planification. Et là, les questions qu'on doit se poser, c'est lorsqu'on a l'objectif ou les objectifs, comment? Quelle approche nous utilisons pour la planification? Quels sont les outils qui interviennent? Quand est-ce que l'activité sera organisée? Quel jour? Quelle heure? Quelle période de réalisation? Est-ce qu'on organise l'événement, l'atelier, l'activité pour coïncider avec un événement qui a trait avec le sujet? Est-ce que, où est-ce qu'on l'organise? Est-ce qu'on l'organise à la mairie ou est-ce qu'on l'organise au niveau de la salle de conférence de la division éducation? Est-ce qu'on l'organise voilà, où? Ça peut être significatif le lieu. Le lieu peut être symbolique et se rapporter au sujet que nous portons. Par qui? Par qui? Qui pilote en fait, qui prend le lead, qui tire en fait le bateau. Et ça, c'est très important. Il faudrait responsabiliser et diviser les tâches en fait pour qu'une personne ne soit pas submergée par le travail, mais en tout cas que la division des tâches permette de porter la planification, l'organisation des activités. Pour qui on organise l'activité? Est-ce que c'est pour les médias? Est-ce que c'est pour les acteurs à influencer? Quels sont les participants? Et l'ensemble de ces questions-là nous permettent justement d'apporter des éléments pour étoffer la planification. Voilà, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Il est 16h40. Pour résumer, nous avons vu aujourd'hui 3 étapes. Une première étape qui concerne le choix de la stratégie d'intervention, une 5e étape qui concerne l'analyse des acteurs et une 6e étape qui est relative à la planification des activités. Voilà, j'espère, je vous remercie bien évidemment et j'espère que on a pu en tout cas essayer de décortiquer. Tout ce que je viens de dire, on peut le faire en une phrase, mais pour des raisons pédagogiques, on a voulu l'étendre pour davantage rentrer dans les détails. Donc, je suis à votre disposition par rapport aux questions, commentaires ou observations que vous avez. Merci beaucoup, Yao, et merci pour la présentation. C'était vraiment, ça rentre vraiment dans les activités, dans les orientations que vous avez toujours fait. Et justement, c'est la question de cartographie des acteurs et la participation des communautés. Et nous avons, au moins au niveau du terrain, c'est que quand on parle de la cartographie des acteurs, surtout, vous avez soulevé les points de familiarité avec la personne, parce que pour nous, c'est vraiment un point très important. Et l'idée que la personne aussi adhère aussi à la philosophie. Parce qu'on peut occuper les postes de prise de décision, on peut occuper une institution. Peut-être que personnellement, les valeurs, les perceptions, on n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de prêcher. Nous l'avons vu beaucoup de temps. Quelqu'un travaille au ministère du genre, mais lui-même, avec ses actes, ses pratiques, ça ne traduit même pas la fonction que la personne est en train d'occuper. Vous allez trouver la personne qui travaille au niveau de la protection des enfants, mais lui-même, c'est le principal auteur même des violations sur les enfants. Nous avons vu même certaines personnes qui travaillent dans la police de prévention des violences faites aux enfants, qui sont arrêtés aussi pour violences faites aux enfants. Et on comprend qu'il y a la fonction, il y a aussi les attitudes, les comportements individuels qui influencent. Et je crois le fait de dire que la personne est flexible et aussi partante par rapport au sujet de la protection, peut-être c'est évalué pas par ses propos, ou bien par sa position, mais également par ses attitudes et par ses pratiques aussi.
Parce que des fois, il y a des gens qui occupent des hautes fonctions et on se dit, voilà, pour telle action, quand on fait la cartographie, on se dit, pour telle action, il faut tel acteur. Mais il y a toujours les façons individuelles qui essaient aussi d'influencer la pratique. Et là, vous allez trouver, par exemple, si c'est une question, par exemple, une personne dont vous allez trouver, par exemple, il est conscient que c'est le problème, mais il va vous donner plusieurs rendez-vous, parce que lui-même ne veut même pas que la situation change. On a vu, par exemple, par rapport aux questions des maisons de tolérance ici à Goma, où il y a les mineurs qui sont exploités sexuellement dans les maisons de tolérance. Nous avons fait vraiment des plaidoyers, ça et là. On est allé jusqu'à même au niveau du procureur de la République et des décisions sont venues, par exemple, de Kinshasa, mais au niveau provincial où ça devrait être exécuté. Mais en fouillant un peu la situation, parmi les propriétaires des maisons de tolérance, les clients de ces maisons de tolérance, figuraient même les autorités. Et c'était un peu difficile pour que la question avance. Et finalement, certains acteurs commençaient à trouver les menaces. Et c'est peut-être voir attirer l'attention des acteurs, comment identifier comment quand même on a un bon allié. Parce que quand on y va de façon officielle, peut-être il va encourager l'initiative, mais quand vous partez, il sait que quand même vous êtes en train de menacer les intérêts où il y a même ce pied dans ces intérêts-là. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel nous travaillons. Et je me dis, comment nous comporter dans des contextes comme ça? Parce qu'il y a des actions qu'on a initiées qui ont suffisamment avancé, mais qui ont été stoppées à un certain moment parce que les personnes qui devraient nous accompagner étaient soit complices ou bien avaient des intérêts par rapport à la problématique soulevée. Nous avons un cas ici, par exemple, par rapport au droit à l'éducation, avec les frais scolaires, la hausse des frais scolaires. L'état que ça avantage certains, l'état qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. Et il y a vraiment des situations comme ça. Et je me dis qu'à travers cette formation, peut-être, et avec surtout vos orientations, on saura comment travailler dans des terrains glissants, comme notre terrain. Merci beaucoup. Merci Béné pour cette question délicate. Je crois que ce sont des situations qu'on rencontre assez souvent, que la personne qui assume une fonction donnée n'adopte pas des comportements qui soient en accord avec les missions dévolues à la personne. Si on est devant une telle situation, si par exemple un directeur de service qui est censé justement prendre des décisions allant dans le sens de l'amélioration de la situation ne le fait pas parce que lui, il a un intérêt particulier à ce que la situation négative que vous avez identifiée demeure, vous pouvez toujours, à travers un partenariat, par exemple, ça c'est le premier aspect, à travers le partenariat, par exemple, vous pouvez vous allier à une organisation internationale, par exemple, que ce soit avec l'UNESCO, avec l'UNICEF, pour justement faire en sorte qu'il y ait davantage de pression sur la personne. Vous pouvez aussi mettre en exergue à travers une analyse, par exemple, les contradictions entre la manière dont la personne devrait se décharger de sa mission et le comportement qui est adopté. Lorsque vous mettez en lumière, vous mettez ces contradictions en lumière, cela peut davantage attirer l'attention de la personne dont dépend ce directeur. Donc, cela revient en quelque sorte, en faisant cette analyse-là, d'aller vers le directeur ou en tout cas son supérieur hiérarchique pour dire, voici ce que nous avons constaté, les missions qui sont devenues à votre directeur ne sont pas convenablement assumées parce qu'il a probablement un intérêt à ce que la situation ne change pas. Et donc, voilà les mesures que nous recommandons. Ou par exemple, et ça, je crois que les autres peuvent me compléter par rapport à cela, compte tenu du contexte local, il faudrait éviter que votre exposition, lorsqu'on fait du plaidoyer, vous soit nuisible. Et donc, il est nécessaire aussi que vous soyez protégé en tant que défenseur des droits de l'enfant ou défenseur des droits de l'homme. Cette protection, vous pouvez l'avoir au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme qui est censée protéger les défenseurs. Vous pouvez l'avoir au niveau des organisations internationales, donc à Goma ou à Bukavu,
où il y a des bureaux des Nations Unies qui s'occupent de la protection des défenseurs des droits de l'homme, pour que, voilà, lorsque vous recevez des menaces, vous pouvez bénéficier de la protection nécessaire. Je voudrais rebondir un peu sur ce que Béné a dit par rapport à des directeurs de service qui n'assument pas véritablement leur fonction parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que la situation évolue. Par rapport à ça, si vous avez de telles situations, je crois qu'il est important que vous puissiez aussi ensemble porter ce message. Parce que si vous avez, c'est un blocage en fait par rapport à l'évolution. Et cette personne, dès qu'elle sera en fait, aussi longtemps que cette personne sera en fonction dans ce service, les changements qui devraient passer par elle, puisque c'est lui qui est censé prendre la décision, ne pourront pas intervenir. Et donc, vous devez justement attirer l'attention à travers des lettres. Et je crois que par rapport à ça, nous serons suffisamment édifiés par la 3e séance qui sera facilitée par Marie-Laure. Vous pouvez, par différentes actions, par exemple par des lettres, par des courriers, par différentes actions, alerter le directeur hiérarchique de la personne en question, alerter le Parlement provincial. Plus vous faites du bruit autour du comportement de cette personne, plus on peut trouver une solution rapidement. C'est un peu exagéré, mais en tout cas, qu'on puisse trouver une solution à ce blocage que constitue cette personne au niveau du service en question. Est-ce que Marie-Laure a des compléments d'observation, des commentaires, des observations? Pas particulièrement. J'ai essayé d'écouter avec attention. Peut-être, il y avait la notion de priorité parce que sur la question des cibles, et c'est vrai que ça, c'est pas... Je me posais la question si vous aviez des commissions parlementaires dans le Parlement provincial, s'il y avait vraiment des groupes dédiés aux droits de l'enfant ou aux affaires sociales, parce que c'est vrai que pour bien cibler les gens, ça peut être vraiment, ça c'est vraiment important de trouver les bonnes personnes utiles. Et des fois, donc peut-être soit les députés qui sont vraiment concernés dans ces commissions, ou d'autres groupes de travail selon les... Parce qu'ils adoptent des lois, donc je pense qu'il doit y avoir des groupes spécifiques. Et peut-être après, ça peut passer, si ce n'est pas par le député, ils ont tous des assistants. Donc peut-être avoir aussi l'identification des personnes, ça c'est vraiment de confiance. Parce que c'est tout un petit travail de téléphonie, de rencontres. Donc ça c'est important. Et cette identification, ça prend du temps. Béné. Oui, effectivement, Marie-Laure, ça prend effectivement du temps. Et on est en train de voir, maintenant aujourd'hui avec l'état des sièges, il y a quelque chose qui bouge quand même parce que les réactions sont un peu rapides. Avec l'état des sièges, il y a moins de lenteur, les réactions sont très rapides avec certaines questions, surtout liées à l'insécurité, justement liée aux frais même de scolarité. Et je crois qu'il y a une action de plaidoyer que nous sommes en train de vouloir initier avec les gouverneurs militaires. Parce que, bon, au moins, eux, ils ont besoin quand même de garder cette confiance-là. Parce qu'il y a d'un côté les menaces des parlementaires qui disent non, fait à l'état de siège. Et de l'autre côté, ils veulent la confiance quand même des communautés. C'est pourquoi on essaie de voir, dans cette période ici, on essaie de relancer certaines questions. Il y a certaines questions, même par appel seulement, vous appelez seulement les gouverneurs et il y avait une réaction rapide à moins de 48 heures pour certaines questions. Et nous sommes en train de lister quand même des sujets, de profiter quand même de cette collaboration-là civilo-militaire pour voir comment faire passer certains sujets qui étaient vraiment à suspense. Et l'idée aussi que nous avions fait l'autre fois là, et je crois qu'il y avait une approche qu'on avait développée, mais sauf que c'est vraiment une approche qui a marché dans certaines zones. On a fixé, tablé sur les indicateurs de performance avec les services. Donc, on s'est dit, par exemple, pour la DIVAS, il y a autant de décisions qui doivent être prises en compte. Et au moins pour chaque service étatique, il y a des indicateurs de performance qui sont fixés et qui sont évaluables par la communauté. Et des fois, cela était en train de marcher
Sauf qu'il y avait un partenaire qui les faisait fonctionner et dès que le projet a coupé, et ça n'a pas marché. Mais quand même, ça, c'était une bonne dynamique et qui poussait quand même les autorités qui, parfois même, on allait jusqu'à comment institutionnaliser cette approche pour que ça ne puisse pas dépendre de projet, mais que ça soit instauré dans le système étatique et l'approche des performances. Et cela pourrait vraiment aider. On sait que donc, le ministre est obligé de produire un certain nombre de décisions pendant un laps de temps. Et cela, quand même, le pousser vraiment à agir. Et maintenant, là... Je crois que ça a coupé au niveau de Béné, mais on a compris que, justement, la mesure, avoir des outils de mesure de performance des actions des services, que ce soit la DIVAS, que ce soit la division justice, division femmes et autres, c'est très important. Je crois que c'est bien de le faire sur la base d'un plan d'action. Si le service en question a un plan d'action, on peut justement, sur la base du plan d'action, voir comment est-ce qu'on peut mesurer les performances, comment est-ce que les actions prévues dans le plan d'action sont mises en œuvre, et ça, c'est plus concret. Et donc, la DIVAS, au niveau du Nord Kivu, a actuellement un plan d'action. Et donc, sur la base justement de ce plan d'action, on peut développer des indicateurs qui permettent de dire, OK, telle chose doit être faite dans le cadre de ce axe stratégique qui est défini dans le plan d'action à telle période donnée. Et si ce n'est pas fait, les organisations de la société civile peuvent se mobiliser pour dire, voilà, on a attendu que, suivant le chronogramme du plan d'action, qu'à telle période, on devrait atteindre tel résultat. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, en jouant le rôle de veille au niveau de la communauté, on peut davantage inciter les différentes sections, les différentes divisions à travailler et à atteindre des résultats. Je crois que c'est une bonne méthode, mais il faudrait que vous-même, vous puissiez, à votre niveau, avoir la capacité pour suivre cela et en vous donnant une sorte d'échéance, en fait. On le fait tous les 3 mois, on le fait tous les 6 mois, on le fait chaque année. Voilà. Vous devez donner des échéances. Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est trimestriel? Est-ce que c'est semestriel ou annuel? Pour pouvoir mesurer justement ces performances-là. Sur le chat, avant de donner la parole à M. Moussiwa, Anne de Grandissons Ensemble donne un témoignage par rapport aux activités qu'ils ont menées, des consultations menées à l'informel qui ont donné des résultats, notamment sur la question de la gratuité de l'enseignement. Et justement, les informels ont pu aboutir à des résultats concrets. Voilà, donc c'est dire que voilà, jouer sur des relations interpersonnelles, travailler davantage dans l'informel, mais ne pas oublier le formel, est très important. Je voulais juste réagir par rapport à ce que vous disiez là tantôt. C'est le constat. On a compris que souvent de bonnes décisions par rapport aux actions qui peuvent être prises sur base de certains faits sociaux qui mettent à mal certaines catégories de personnes. Les bonnes actions sont validées au niveau des assemblées, que ce soit au niveau de l'assemblée, soit provinciale, en ce qui nous concerne ici localement, selon selon que le pouvoir est départagé. Aussi, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des commissions au niveau parlementaire. Maintenant, pour y atteindre, c'est ce qui est aussi complexe par rapport au niveau. On pense toujours que c'est un niveau extrêmement élevé qu'on ne peut pas y atteindre, que même si on passait par d'autres groupes plus influents, l'idée peut ne pas être aussi, peut ne pas atteindre facilement là où on souhaitait que ça arrive pour qu'on mène une bonne action de plaidoyer, soit que ce n'est pas dans la priorité. Mais la meilleure façon aussi, c'est lorsque l'on a constaté avec l'expérience, c'est le rapprochement avec certains parlementaires
qui, lors de leurs vacances parlementaires, sont dans la communauté, ils font des tours, on les rencontre, il faut des contacts avec les membres de la communauté, avec certains groupes. Et là, ils ramassent par-ci, par-là quelques points que lors de la rentrée parlementaire, ils peuvent juste constituer ça à une note essentielle pour montrer, voilà, il y a tel ou tel problème au niveau de la communauté et que ça pouvait, disons, être porté à l'attention des décideurs pour qu'on trouve une solution. Donc, c'est juste ce que je voulais mentionner, mais c'est aussi compliqué aussi par rapport au niveau de certaines personnes, comme Benet l'a mentionné, que peut-être celui qui peut être trop proche de la communauté, ça peut être un parlementaire qu'on a élu parce qu'il a cette position, parce qu'il a ça, mais ce n'est pas parce qu'il a peut-être un mot et un apport très spécial qui peut apporter pour provoquer un changement au niveau de la base. Donc, c'est très complexe et souvent, ça nous met à défi, on ne sait pas comment avancer. Mais c'est disons, une stratégie qui pouvait être mieux. Et lors des vacances parlementaires, les rapprochements de députés, organiser des colloques, des séances de discussion et profiter de leur présence pour faire passer une demande, requête quelconque par rapport à une action qui va être menée. Merci. Okay. Merci pour votre intervention. Je crois qu'au niveau des députés provinciaux, il s'agit d'une démocratie représentative, c'est-à-dire des gens sont élus pour représenter le peuple au niveau de l'Assemblée provinciale. Et à ce titre, on ne devrait pas uniquement se limiter aux élections. Donc, le député ne reviendrait pas dans sa circonscription uniquement pour sa réélection, mais revenir pour recueillir les doléances de ses électeurs, recueillir les propositions de ses électeurs, et ce n'est qu'à partir de ces éléments recueillis qu'il peut nourrir ses actions au niveau du Parlement, que ce soit à travers des édits, que ce soit à travers des lois ou autres. Toute initiative qu'il prendrait devrait se fonder sur les besoins exprimés par ses électeurs ou la population à la base. C'est ça le principe. Et donc, ce qu'on peut faire, par exemple, ce que la société civile peut exiger, je dis exiger, je crois que le mot n'est pas fort, c'est que au moins chaque député provincial puisse revenir dans sa circonscription au moins une fois deux fois par an, ou je ne sais pas, trimestriellement, semestriellement, vous pouvez décider. Mais en tout cas, qu'un député, une fois élu, puisse revenir périodiquement dans sa circonscription pour s'entretenir avec les gens de la région, pour justement recueillir les doléances et tout ce qui devrait être amélioré dans la communauté. Et donc, ça, c'est un plaidoyer qu'il est possible de mener. Et on exige que désormais, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, le député revienne dans sa circonscription pour avoir un atelier, un temps d'échange, de partage avec la communauté. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Sur un autre terrain, par exemple, lorsque les députés peuvent paraître inatteignables, ou en tout cas lointains, mais tout dépend si le député, d'une part, est sensible à la question que vous portez, il ne devrait pas avoir trop d'obstacles pour l'atteindre. Si le député a de l'intérêt ou a de la sensibilité par rapport à la question que vous portez. Ensuite, si il s'agit d'un groupe ou d'une commission parlementaire, une commission parlementaire en charge des questions de droits de l'enfant a forcément intérêt à ce que vous puissiez lui fournir des informations, parce que ça fait partie de ses attributions, de son mandat, de s'occuper des questions concernant les enfants. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait cibler des groupes, des acteurs qui ont un intérêt à ce que vous puissiez leur apporter de l'information. Les députés ne sont pas des extraterrestres, ils sont membres de la communauté et ils devraient davantage être disponibles et accessibles, ne serait-ce que pour les électeurs, peut-être pas pour la communauté, mais pour leurs électeurs, parce que ce sont ces personnes-là qui les ont placés à ce niveau et ils sont là pour les représenter, pour pouvoir porter leurs doléances, leurs désidérata au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc, il faudrait que
les députés puissent revenir de manière périodique vers la population et que vous, à votre niveau, vous cibliez des groupes ou des députés qui ont un intérêt à ce que les questions des droits de l'enfant que vous portez puissent être résolues parce que c'est une commission en charge des droits de l'enfant, par exemple. Voilà. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je crois qu'on peut clôturer notre séance d'aujourd'hui et je voudrais remercier Diego pour la partie technique, pour son intervention, et remercier l'ensemble des participants aujourd'hui et Dieu merci, on n'a pas eu trop de problèmes de connexion aujourd'hui. Merci, merci infiniment.